Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi, et on se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Delphine Berck. Tu vas voir, c'est un échange qui est assez drôle, léger, mais en même temps où tu vas apprendre énormément de choses, notamment sur la communication et la transmission de savoir. C'est un vrai sujet quand on est manager. C'est un vrai sujet, mais sur lequel on n'a pas forcément conscience de l'importance qu'il peut avoir dans une équipe. C'est pour ça que je voulais inviter Delphine pour nous parler de ce sujet. Elle est formatrice spécialisée en management. J'adore sa vision des choses. Tu vas voir, elle vulgarise énormément d'éléments, de concepts. Et vraiment, je suis persuadée que tu vas ressortir avec des nouvelles idées et une nouvelle vision, peut-être, du management et de la transmission de savoir. Je te laisse de suite avec notre entretien avec Delphine. Bonjour Delphine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Feedback pour parler management, mais pas uniquement management, pour parler aussi lunettes et transmission de savoir. On va voir qu'est-ce que c'est exactement que cette histoire de lunettes. Tout à fait. Bonjour Elodie. Merci de m'accueillir, je suis ravie. Ouais, et du coup, on échange pas mal sur LinkedIn depuis plusieurs mois, voire même années, je dirais, peut-être ouais, même. Je pense, mais... c'est vrai que voilà, on commente pas mal mutuellement sur les posts de chacune. J'aime beaucoup, moi, tout ce que tu fais aussi concernant... Tu abordes beaucoup de sujets, management, formation, transmission de savoir, gestion du changement, gestion des conflits. Voilà, t'es vraiment multi-sujet, un petit peu comme moi aussi, mais un petit peu complémentaire, je dirais. Donc, est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour présenter ton parcours, voilà, un petit peu ta carrière, qu'est-ce qui t'a amené à parler de ces sujets-là, à prendre la parole sur LinkedIn, et quel métier tu fais aujourd'hui ? Alors, vaste sujet. Alors, sur la carrière, rapidement. Donc, moi, j'ai commencé dans le monde de l'assurance. Au bout d'un moment, c'était plus vraiment fait pour moi. Donc, je me suis orientée vers la sophrologie. Donc, j'ai une formation de sophrologue. Okay. Et puis, rapidement, j'ai mis le pied dans le monde de la formation. Donc, au départ, en lien avec ma casquette de sophrologue, puisque c'était plutôt sur l'aspect troubles musculo-squelettiques, ce genre de choses. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à intervenir dans la relation client, dans le management, dans la communication. Et puis voilà, j'ai développé mes compétences sur tout ça. Et donc maintenant, ça fait 13 ans que je fais de la formation. Je fais aussi du conseil aux entreprises puisque j'interviens sous forme d'ateliers, d'accompagnement assez divers sur plein de situations en fait qui sont propres à l'entreprise, mais qui sont toujours en lien avec finalement l'amélioration, on va dire, des relations entre les humains. Parce que je trouve que c'est un sujet vaste et passionnant. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire et que parfois on a l'impression que ça frictionne un peu, alors que tu parlais des lunettes tout à l'heure. Moi c'est ma grande phrase de il faut apprendre à changer de lunettes parce que on voit pas tous le monde justement de la même façon. Et je pense que d'ouvrir un peu les yeux à chacun, de se dire ah tiens, pourquoi un tel fait comme ci ou comme ça, et de se rendre compte que c'est pas juste pour nous embêter, et ça solutionne pas mal de choses. Donc là, au niveau de mon parcours, donc je suis indépendante. J'ai une entreprise donc qui s'appelle Octoflow, et donc jusqu'à présent j'étais en Picardie, même si j'ai fait beaucoup de nationales. Et donc normalement au moment où on écoutera ce podcast, j'aurai déménagé à Metz. Donc voilà, j'arrive dans la région Grand Est et j'espère développer là-bas plein de beaux projets. Alors, tu restes du coup dans la thématique de l'épisode parce qu'on va parler transmission de savoir, lunettes, t'as commencé à spoiler un petit peu, mais aussi gestion du changement. Ouais. Clairement, t'es en plein déménagement, t'es en pleine gestion du changement, hein, donc au moins t'es raccord avec la thématique du podcast. Alors effectivement, moi, c'est aussi une expression que j'utilise beaucoup, le fait qu'on a tous des lunettes de couleurs différentes. Il y en a qui vont voir la vie, le travail avec la couleur rose, d'autres avec la couleur bleue, etc. J'aimerais bien que tu développes un peu ce sujet-là avec tes mots, pas avec les miens. Et puis de toute façon, tout le monde n'a pas fait ma formation Manager 360, donc tout le monde ne sait pas forcément ce concept de lunettes. Donc j'aimerais que tu prennes le temps de l'expliquer. Qu'est-ce que ça peut amener du coup dans le management, dans la gestion d'équipe, dans la résolution de conflits, etc. Cette notion de chacun vit
le travail avec ses propres lunettes? Alors moi, en fait, je vais juste faire un petit retour en arrière sur comment moi j'en suis arrivée à là, parce que j'ai envie de dire, c'était pas inné non plus pour moi mon usage personnel. Moi, je pense que ce qui m'a ouvert les yeux sur ces différentes lunettes, c'est déjà ma formation de sophrologue, parce que en sophrologie, on travaille vraiment. La sophrologie, c'est l'étude de l'harmonie de la conscience, donc on travaille énormément sur soi, sur qui on est, ce qu'on ressent, etc. Donc déjà là, c'est un peu porter le regard sur nous-mêmes. Une autre de mes phrases fétiches, c'est pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Et déjà là, c'est tiens, si moi je prends mes propres lunettes pour m'auto-observer, qu'est-ce qui se passe déjà pour moi? Et ensuite, dans la prise de conscience, c'est avoir conscience des autres. Et souvent, déjà là, par rapport au fait de changer de lunettes, on a un peu l'impression que notre vision du monde, c'est la vision unique. Donc, déjà là, il y a un truc qui va pas, parce que, moi, comme je dis toujours en formation, souvent, moi, je fais des formations au sein des entreprises, et comme je leur dis, on a probablement plein de points communs. Ne serait-ce que vous êtes tous salariés du même employeur, vous êtes tous dans cette salle de formation, vous avez souvent tous le même poste. Et pour autant, si on faisait un questionnaire détaillé, il y a de grandes chances que vous ayez pas tant de points communs que ça. Vous êtes probablement nés dans un endroit différent, une structure familiale différente, des frères, des sœurs, des études différentes. Et c'est vrai que déjà ça, je trouve que c'est intéressant de repartir sur cette notion d'unicité personnelle. C'est pas parce que moi je pense ça ou que quelqu'un a vécu peut-être une similitude de vie comme moi que forcément tout est identique, quoi. On n'est pas des jumeaux. Et même des jumeaux, ils vivent pas la même chose. Donc il y a ce côté-là, première chose qui a impacté moi ma vision. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai passé la certification des outils Talent Insight. Donc dedans, il y a le DISC, qui est l'outil qui permet de déterminer nos préférences comportementales. Et puis le WPMOD, qui lui agit plutôt sur les moteurs de motivation. Et là encore, je trouve que c'est des outils super intéressants, que ce soit pour des managers, mais aussi pour des collaborateurs sur tout ce qui va être la gestion de conflits, etc. De comprendre qu'il y a des grilles de lecture, entre guillemets. Alors évidemment, c'est pas on met des gens dans des cases, mais de se rendre compte que, tiens, quand mon collègue Jean-Paul, il va titiller parce que sur l'inventaire, il manque 2 vis, et que moi, je vais dire, non mais c'est bon, on va pas passer 5 heures à chercher 2 vis. C'est pas que Jean-Paul il veut m'embêter, c'est juste que Jean-Paul il est très à cheval sur la réglementation et sur les points précis, alors que moi j'y suis peut-être pas. Et si je prends un peu en considération les besoins de Jean-Paul, finalement j'arrête de l'estampiller avec l'étiquette casse-pied de service. C'est juste que je peux peut-être essayer de comprendre pourquoi Jean-Paul il est tellement à cheval là-dessus. Et puis si moi je prends un peu soin de Jean-Paul, peut-être que Jean-Paul prendra soin de moi dans un autre sujet sur lesquels moi je suis exigeante. Et là encore, on en revient aux lunettes, quoi. Je vais aller prendre les lunettes de Jean-Paul, essayer de comprendre pourquoi Jean-Paul c'est important ça pour lui. Tu vois, sur ce côté exigeant, moi je fais beaucoup de formations gestion de conflits dans la grande distribution, dans le commerce, etc. Et souvent, j'ai les collaborateurs qui me disent « Non mais Delphine, le client là qui fait une demi-heure de queue seulement parce qu'il y a 2 centimes d'écart sur le prix. Non mais franchement, les gens ils ont que ça à faire. » Et je leur dis ouais, mais sauf que sur le principe, le prix affiché n'est pas le prix qui est passé en caisse, donc déjà c'est pas légal. Et puis en plus, on ne connaît pas la vie de cette personne. C'est peut-être une personne qui a des moyens très limités, et donc si tout le monde lui pique 2 centimes, au bout du mois, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et que c'est son droit. Donc vous, ça vous agace peut-être parce que vous avez peut-être la chance de pas être à 2 centimes. Mais voilà, et là encore, forcément, on va aller chercher un peu les couleurs du disque pour expliquer tout ça. Et je trouve que c'est hyper riche, et ça, c'est quelque chose. Moi, quand les gens, ils sortent de formation et qu'ils disent c'est cool, voilà, j'ai pris conscience de certaines choses, c'est le plus beau cadeau, quoi. Je me dis ça y est, j'ai réussi à leur faire changer un peu leur angle de vue, ou alors à défaut de le changer, de l'ouvrir un petit peu. Tu vois, ce côté, je pense que personne n'a un angle à 360, même moi qui essaye d'être très ouverte sur plein de choses, je me dis que si déjà j'ai 110, 120, c'est déjà exceptionnel. Et donc, tu vois, ce côté ouvrir un petit peu pour essayer d'arrêter d'être exigeant envers tout le monde, je me dis, bon, si déjà j'ai ouvert d'1 ou 2 degrés, c'est top, quoi. Ouais, je te rejoins totalement. Alors, pour celles et ceux qui connaissent peut-être la méthode DISC ou ProcessCom ou autre, clairement, Jean-Paul ou le client a un profil un petit peu bleu, c'est n'est-ce ça pas? Et c'est vrai que nous, on aborde le modèle DISC dans Manager 360, le module 6. Je sais que c'est le module préféré de tout le monde parce que ça ouvre clairement les yeux, les chakras sur des comportements,
des réactions et on comprend mieux effectivement que, comme tu dis, Jean-Paul, bon moi je l'appelle Didier, le casse-pied de service, mais que Didier, en fait c'est pas contre nous qu'il agit, C'est ça. c'est juste que c'est sa grille de valeurs, sa grille de repères, de comportement qui fait qu'il agit comme ça et que effectivement ce détail qui pour nous est insignifiant est en fait une montagne énorme et quelque chose de central pour cette personne. Complètement. Et il n'y a pas de bien ou de pas bien, c'est juste que on a des systèmes différents et donc il faut être OK et accepter qu'il y a des systèmes différents d'analyse, de vision, etc. Et alors, tu cites qu'en formation, tu as vu des personnes qui en ressortaient en mode j'arrive à mieux comprendre du moins les personnes qui m'entourent. Est-ce que tu as vu vraiment un effet très fort dans une équipe ou dans une entreprise où ce changement de lunettes, justement, a réussi à débloquer une situation qui, pourtant, a priori, semblait très compliquée, voire même impossible à démêler? Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête par rapport à ça? Alors, oui, il y a l'hiver dernier, j'ai accompagné une équipe de managers, donc c'était dans une entreprise très chouette parce que en fait c'est une entreprise qui investissait tout de suite sur la montée en compétences des managers dès leur prise de poste. Donc ça c'est à souligner parce que c'est pas toujours le cas. Tu vois, c'est rigolo parce que en réfléchissant, parce que spoiler, tu m'as donné les questions avant l'enregistrement, j'avais pris un tout autre exemple et finalement là, c'est celui-là qui me paraît le plus pertinent c'est maintenant. C'est celui-là qui vient. Ouais. Et en fait, donc accompagnement de manager dès la prise de poste et on fait les profils disques. Et en fait, une des managers qui venait de prendre sa fonction et qui était plutôt sur le côté financier. Mais elle, pas vraiment un profil bleu fort, tu vois, parce qu'on pourrait se dire les chiffres, tout ça, on pourrait avoir tendance à dire forcément ça va aller du côté bleu. Elle, pas tant que ça. Et par contre, son équipe très très bleu dominant. Et d'ailleurs, on avait une petite private joke quand je lui demandais des nouvelles, je disais comment vont tes schtroumpfs, tu vois. Et oui. Parce qu'il y a vraiment une équipe de bleus. Et en fait, donc c'était un parcours super chouette parce que pas juste 2 jours sur les fondamentaux, mais quelque chose avec plusieurs journées et on se revoyait et donc on pouvait voir l'évolution. Donc voilà, tout ce que j'aime. Et ce qui fait que justement, dans sa manière de manager, elle a pris en compte son profil et les profils de ses collaborateurs pour justement adapter son management et être plus carré sur certaines choses, plus dans le process, parce que son équipe avait besoin de process écrit, défini, alors qu'elle était un peu sur le mode confiance. C'est bon, ils connaissent leur boulot, j'ai pas besoin de tout écrire. Avec des profils plutôt bleus, si quand même ça les rassure, ce côté règle, on a défini c'est comme ça et on y va comme ça et pas un peu en mode freestyle. Et donc elle a réussi à plus gagner leur confiance parce que ils étaient un peu dans la défiance au départ justement du fait qu'elle soit plus avec un cadre un peu fluctuant, tu vois, à dire est-ce qu'elle est vraiment légitime, etc. Donc le fait qu'elle ait resserré le cadre, eux ça les a rassurés. Et ça lui a donné plus de légitimité, donc c'était super chouette, tu vois, de pouvoir se dire tiens, finalement cet outil, il lui apprend à elle à mieux se connaître, à mieux percevoir son équipe et finalement à adapter son management pour que tout le monde soit dans le confort, parce que c'était inconfortable pour tout le monde, pour l'équipe qui se sentait pas à l'aise et puis pour elle dont la légitimité pouvait être un peu mise à mal, ce qui est jamais confortable quand tu prends un poste de manager d'être déjà dans la défiance dès le début alors que c'est pas du tout ton intention, quoi. Donc c'était plutôt chouette. Ouais, c'est un super exemple. Et en plus, il montre bien que quand on est manager, c'est pas forcément à l'équipe à s'adapter à nous. C'est aussi important en tant que manager de s'adapter à son équipe. C'est ça en fait toute la clé de la communication, de la réussite d'un manager, c'est de vraiment s'adapter. Et là, tu montres très bien que face à une équipe de schtroumpfs comme tu dis. Mais c'est pas eux qui doivent rentrer dans un moule et s'adapter à son mode de fonctionnement à elle. C'est à elle de trouver les clés pour s'adapter et communiquer, répondre du moins au mieux aux besoins de son équipe, qui effectivement a besoin de cadre, de structure, de process, de trucs très carrés, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on suit, comment on y va, etc. Et j'aime beaucoup l'exemple que tu as donné, parce qu'on voit vraiment que c'est au manager aussi de s'adapter, de trouver des solutions pour répondre aux besoins de son équipe. Là encore, si le manager n'a pas conscience qu'il existe plusieurs paires de lunettes, il pense que sa manière est forcément celle des autres. Donc c'est là où c'est des outils qui sont hyper intéressants parce que on peut penser que notre façon de faire, c'est la même pour tout le monde. Et c'est là où ça coince en général. Ouais. Bon, je crois qu'on pourrait faire un épisode entier sur le disque. Ça sera peut-être l'occasion d'en faire un plus tard.
Mais c'est vrai que tu parles beaucoup de cette histoire de lunettes, donc c'était important pour moi que tu viennes aussi en parler à l'oral dans le podcast. Et du coup, on va aborder le deuxième sujet de l'épisode, qui est la transmission de savoir. Alors, je rassure les personnes qui nous écoutent, non, ça va pas être relou, non, ça va pas être chiant, parce que peut-être que à première vue, ce titre, on se dit transmission de savoir, ok, mais quand on est manager, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ça, de s'occuper de ça, etc. Et pourtant, c'est un sujet vraiment central. Pourquoi? Alors, je sais pas si tu veux le dire, expliquer, ou si j'en fais une petite introduction, mais c'est vrai que on a quand même une transmission au niveau des générations qui est importante à faire. On a des personnes un peu expertes, un peu vieille école, qui sont en train de partir à la retraite. On a toute une nouvelle génération qui arrive sur le marché. Donc il y a toute cette expertise à transmettre, mais c'est important aussi dans certaines phases de carrière, quand on est manager, quand on a des va-et-vient dans l'équipe, un petit turnover ou pas, mais en tout cas dès qu'il y a quelqu'un qui s'en va, mais il y a quand même une expertise à récupérer. Aussi quand on laisse partir des gens en promotion, quand on a un expert qui devient un peu chef d'équipe ou manager, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là on perd un bon élément. Donc pourquoi pour toi c'est important d'en parler, de préparer, voire même de planifier, de vraiment cadrer cette transmission des savoirs? Quels sont les bénéfices? Pourquoi c'est important quand on est manager de quand même se pencher sur cette question? Au-delà de ce que je viens de dire, de grandes généralités. En fait, moi, celui-là, je pourrais en parler aussi pendant 4 semaines, parce que c'est un sujet. Vas-y. C'est un sujet qui me passionne parce qu'en fait, moi, j'interviens dans plein de domaines différents, que ce soit l'industrie, la grande distrie, l'insertion. Enfin, tu vois, j'interviens dans plein de domaines. Et en fait, ce qui me sidère toujours, et c'est pour ça que je communique beaucoup sur ce sujet, c'est que en fait, je m'aperçois qu'il y a plein d'entreprises où on recrute des gens, donc on a tout un process de recrutement, on fait passer des entretiens, des tests, patati patata, et puis les gens, ils arrivent sur leur poste de travail, et puis là, on considère qu'ils sont censés être opérationnels. Et moi, de mon regard extérieur, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté l'entreprise en tant que salarié, mais je me dis waouh quoi. Enfin, à un moment. Et j'entends aussi ce truc qui m'agace un petit peu de les jeunes aujourd'hui ils veulent plus bosser, ils se barrent en gros dès qu'il y a un truc qui va pas. La génération Z. Et je me dis mais non, parce qu'en fait moi j'en rencontre des jeunes, ils ont envie de bosser. Le truc qui a changé par contre, c'est que aujourd'hui ils ont aussi des exigences envers l'entreprise. Là où avant on rentrait dans l'entreprise et puis on s'accrochait, tu sais, il y avait cette expression de j'apprends sur le tas. Ouais, ok, j'apprends sur le tas, mais si j'apprends sur le tas et que je suis toujours en roue libre, après on peut pas me reprocher de faire des erreurs parce que finalement personne m'a rien appris. Donc j'ai peut-être glané quelques informations auprès de Martine, auprès de Sophie, mais déjà elles ont pas les mêmes process. Donc finalement j'essaye de faire un mix des deux et puis peut-être que finalement c'est pas ça qu'il fallait faire. Ça va générer de l'insatisfaction auprès des clients, des fournisseurs ou autres parce qu'il y aura forcément des couacs. Là encore on en revient un peu au process. Et puis derrière, ça crée pas de la qualité, donc et c'est confortable pour personne. Parce que si la personne, le nouveau collaborateur, est pas bien aujourd'hui, maintenant ils hésitent pas à partir, même s'ils ont pas toujours quelque chose derrière. Et ça c'est une réalité du terrain actuellement. Et que si j'ai passé du temps et que j'ai investi de l'argent sur un recrutement et que la personne elle reste pas, je repère du temps. Si j'ai quelques personnes dans la boîte qui étaient ok au départ pour former, à un moment elles ont pas que ça à faire, elles en ont ras le bol aussi parce qu'elles ont fait du vite fait, mais pendant qu'elles ont quelqu'un avec elles, elles avancent pas comme d'habitude. Donc derrière le N+1 qui va peut-être leur dire cocotte, il y a un problème là, ça délivre plus comme avant. Et donc on rentre dans un espèce de cercle vicieux qui est pas top quoi. Donc moi c'est vrai que je milite, le mot est fort mais je l'assume pour bien intégrer les nouveaux collaborateurs. Donc il y a la notion de transmission de savoir et moi mon autre sujet mais qui est connexe, c'est l'onboarding, le fait d'intégrer réellement les nouveaux collaborateurs sur qui est l'entreprise, quelles sont ses valeurs, quel est le dress code. Tu vois, même un truc aussi bête que le dress code, je veux dire le jeune qui a travaillé chez McDo et qui intègre une banque, peut-être que chez McDo, il pouvait y aller en basket. S'il est recruté comme conseiller bancaire, les baskets, c'est plus vraiment le bon dress code. Pour autant, c'est pas qu'il veut faire un affront, c'est juste qu'en fait, il a peut-être pas conscience, parce qu'il avait pas les lunettes du conseiller bancaire. Il n'avait pas l'info. Et là encore, on peut se dire, mais tu te rends compte quand même, il est venu en basket. Ouais, mais en fait, si personne lui a dit, là encore, on peut avoir des couacs et des incompréhensions qui font que l'accueil se passe pas correctement et puis qu'il va pas se sentir
à l'aise et qui va peut-être partir alors qu'il avait peut-être toutes les capacités et plein d'autres belles qualités qu'il aurait pu apporter à l'entreprise. Donc pour en revenir au management et à la transmission de savoir, je pense que c'est une étape incontournable. Alors je sais que souvent les managers vont dire bah ouais mais bon on n'a pas forcément le temps, ça vient encore se rajouter sur nos fonctions. Oui. Ça clairement, clair. Ouais, ça va être l'objection de base. Et en même temps c'est vrai. J'ai autre chose à gérer avant ça. C'est ça. Et c'est une réalité. Enfin moi je fais aussi des formations de management et c'est une réalité. On charge la mule de plus en plus. À un moment on se demande comment ils arrivent à tout faire passer dans un emploi du temps. Pour autant. Moi, la réponse que j'ai à cette objection, c'est il faut accepter de perdre du temps pour en gagner. Le temps que je vais passer à former mon nouveau collaborateur, s'il est bien formé, il sera opérationnel plus vite, il va rester plus longtemps et donc au bout du bout, je vais gagner en efficacité parce que je vais pas revenir toutes les 3 minutes sur sa formation. Après, il y a plusieurs sujets. Alors, sur le manager lui-même, le fait d'accepter de perdre du temps, dans le sens où combien de managers disent quand il y a une question, bah attends, je vais le faire, et font à la place au lieu de faire monter en compétences. Donc la fois d'après, il sait toujours pas faire, donc il vient à nouveau les solliciter et on reperd du temps. Donc première chose. Et puis parfois le fait que, alors ça c'est aussi des compétences managériales, d'apprendre à déléguer, parce qu'on a peut-être des super experts dans notre équipe qui peuvent eux-mêmes prendre en charge la montée en compétences du nouveau collaborateur. C'est intéressant aussi sur l'aspect management situationnel. J'imagine que c'est des sujets que tu traites dans ta formation, sur le fait que quand on a un collaborateur qui est compétent mais plus très motivé, ça peut être un levier, la transmission de savoir, pour lui redonner de la valorisation, capitaliser sur ses compétences. Mais là encore, quand on a des experts, ils sont pas toujours des bons pédagogues. Donc, d'où l'importance de former à la transmission de savoir, parce que souvent les experts, ils ont oublié qu'un jour ils ont débuté. Et ils jargonnent beaucoup, ils parlent le langage de l'entreprise, et le petit nouveau qui arrive, c'est pas toujours compréhensible. Et donc il se prend un flot, une montagne d'informations dont il pipe pas un mot, avec soit des termes qu'il connaît pas, soit des anglicismes de partout et qu'il ose pas dire, qu'il capte pas, ou qu'il ose pas demander à répéter, à remontrer et tout. C'est ça. Donc oui, la pédagogie, la transmission, ça, c'est une vraie compétence, complètement, très clairement. Donc là, voilà, ça fait partie, là encore, des sujets qui, moi, m'animent, de faire prendre conscience aux experts ou aux managers de comment on transmet le savoir-faire, parce que ça passe par la posture, ça passe par l'accompagnement, par justement le fait de savoir vulgariser des termes d'experts qui sont pas accessibles aux nouveaux dans un premier temps. L'objectif, c'est qu'à un moment, il les acquiert, mais c'est pas parce qu'on lui a donné une fois un sigle que ça y est, il est acquis. Et puis en plus, moi une info que je donne régulièrement, c'est que un sigle dans un domaine n'est pas l'équivalent dans un autre. Moi, je viens du monde de l'assurance, donc la GAV, c'est la garantie accident de la vie. Si vous travaillez dans la police, la GAV, c'est la garde à vue. Donc, on a bien le même sigle, mais qui n'a pas du tout la même signification. Donc là encore, en fonction de d'où ils viennent, vu que maintenant on fait plus notre vie dans un même domaine, on change de métier, on change de carrière, donc on peut faire des amalgames qui sont complètement erronés parce que ça n'a pas été redéfini en amont, quoi. Donc pas évident. Ouais. Là, t'as cité quand même plusieurs erreurs qu'il faut éviter dans la transmission de savoir. Donc tu m'as dit côté manager, d'essayer de pas voir ça comme une perte de temps, d'essayer de ne pas se bloquer aussi dans la délégation. Quand on est du côté expert qui doit transmettre le savoir, d'éviter le jargon, de vraiment prendre le temps d'expliquer et d'essayer d'être pédagogue. Est-ce que tu vois d'autres erreurs aussi possibles dans la transmission de savoir? Alors une que j'entends souvent, c'est plutôt dans la posture et dans la manière de parler, de dire tu vas voir, ça va aller vite, c'est facile. Alors ça, c'est le truc qui m'agace, parce que à chaque fois je leur dis en fait c'est facile parce que toi ça fait 15 ans que tu fais ce boulot. Mais la personne qui arrive, alors jeune ou moins jeune, parce que comme on disait, on évolue dans nos carrières et on peut complètement changer de domaine à 40, 50, 60 ans, peu importe l'âge. Et quand on te dit à peine arrivé, t'inquiète, ça va aller vite, c'est facile, ou ça va prendre 2 minutes, tu vas tout de suite comprendre, et que la personne elle comprend pas, je trouve que ça met une pression terrible, et qu'en plus la personne se dit
Mais attends, si il dit que c'est facile et que je comprends pas, je vais pas lui reposer une question je suis nulle, quoi. Et donc, t'as compris, oui, et puis derrière, en fait, il a rien compris, il ose pas redemander, et puis derrière, il y a des erreurs. Donc cette petite phrase, ça va aller vite, c'est facile, à bannir. Et c'est qu'elle sort sans qu'on s'en rende compte, Bien je sûr. pense. Enfin, complètement. Elle sort complètement naturellement. Et là, tu vois, je suis en train de me dire, mais si ça se trouve, je l'ai prononcé sans même m'en rendre compte, parce que ça me paraît tellement évident. Et effectivement, je pense que on essaye de rassurer la personne. Et en fait, c'est l'effet tout inverse qui se produit à ce moment-là. Et comme tu dis, le fait de le dire au départ est bienveillant, de se dire, je vais lui dire que c'est facile parce que en fait, c'est voilà vraiment cet effet de réassurance, alors que c'est tout l'inverse, quoi. Et c'est vrai que ça c'est des défauts de langage qu'on a, mais qui peuvent mettre la pression et qui derrière faut essayer de les gommer. Il y a ça. L'autre sujet, l'autre erreur entre guillemets, c'est de ne pas donner le droit à l'erreur. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vois assez fréquemment. Surtout si t'as une question, tu me demandes. Donc ça c'est plutôt positif. Sauf que quand la personne vient et qu'elle repose peut-être la même question que la veille, parce que la formation, l'apprentissage c'est de la répétition. Donc moi je donne souvent cet exemple. Je dis toujours peut-être que t'as lu un de mes posts la semaine dernière. Pour autant, si je te disais, Elodie, de quoi j'ai parlé dans mes 5 posts de la semaine dernière, est-ce que tu serais capable de me le citer? Évidemment que non. Pas parce que tu les as pas lus, pas parce qu'ils étaient pas intéressants, peut-être qu'ils étaient pas intéressants, mais parce que tu les as vus qu'une fois. Donc en les ayant vus qu'une fois, évidemment que tu les as pas retenus. On est dans une société de l'info-obésité, on reçoit de l'info de partout. Et donc, si j'ai entendu un sigle hier au milieu de 3 millions d'informations, évidemment que aujourd'hui, probablement que si j'ai pas pris de notes en plus, parce que c'est pareil, tout le monde n'en prend pas, ou la personne qui accompagne ne laisse pas toujours le temps de la prise de notes parce que ça va très très vite. Oui, c'est bon, t'as noté. Ouais. Enfin bon, tu vois, ce côté, je te presse parce que j'ai pas non plus moi trop le temps. Et donc quand je viens te redemander, au fait, Émilie, tu m'as parlé de ça hier, mais je me souviens plus. Ah non, mais c'est bon quoi, je vais pas te réexpliquer 15 fois. Alors tu vois, il y a un côté, viens me poser des questions, mais par contre quand je viens, dans mon attitude, je t'envoie un peu bouler, je suis un peu sèche, donc derrière il revient pas. Et là encore, on part dans le truc de, il va se débrouiller, il va aller chercher des infos à droite à gauche, il va peut-être dire à ses interlocuteurs, moi je suis quand même souvent dans des domaines où il y a de la relation avec les clients, je ne sais pas, ou je peux pas vous répondre, et ça derrière ça a des conséquences parce que ou il va dire des bêtises, et derrière ça a des conséquences dans la relation avec les clients parce que parfois ça peut avoir des incidences graves, tu vois, et qui ont vraiment des conséquences importantes. Donc là encore, hyper important, le droit à l'erreur, ça va prendre du temps. Il faut laisser le temps d'intégrer ces nouvelles connaissances et compétences, et puis de faire ce va-et-vient pour justement revenir dessus. Tu vois, même des signes. Moi, je sais que en formation, parfois, je dois en utiliser. Je vais systématiquement donner le signe et redonner l'explication. Ouais. Puis au bout d'un moment, j'arrêterai. Tu vois, mais je sais pas, par exemple dans un des domaines où j'interviens dans la banque, il y a ce qui s'appelle le CRE, c'est le compte rendu d'entretien. Et régulièrement, j'ai donc des experts qui disent donc le creux, et donc moi je leur dis, vous pouvez définir le creux? Ah oui, pardon, le compte rendu d'entretien, parce que eux ils font des creux toute la journée, donc pour eux c'est évident. Pour les jeunes qui arrivent et qui sont pas du tout dans la banque, le creux c'est le petit creux à 4 heures, quoi. Tu vois, Puis j'aime bien le nom, l'acronyme qui est assez mal trouvé, je trouve, parce que ça pourrait laisser croire que ces comptes rendus sont complètement creux, mais on va pas faire jeu de mots dessus, hein, mais Et tu vois ce côté sigle où en fait ça fait tellement partie du jargon du quotidien parce qu'entre experts on se parle comme ça, et donc à un moment t'oublies que c'est pas un mot à part entière, c'est un sigle, même si nous on l'utilise comme un mot. Oui, il fait pas partie de la vie quotidienne en dehors en fait, n'importe quel mot qui n'est pas utilisé en dehors de la bulle travail, de là où on est, ça veut dire qu'il est pas du tout commun et qu'il faut pas hésiter à l'expliciter, comme tu dis, à donner la signification à chaque fois, etc., parce que ça reste un monde clos avec ses codes. Complètement. Si ce mot-là n'est pas présent en dehors de ce vase clos, c'est sûr que il peut y avoir un malentendu, une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation, comme tu dis, tu l'as cité tout à l'heure, la garde à vue, etc. Donc très clairement, c'est important de l'expliciter
toute façon, comme à chaque fois, la communication est la base, donc plus c'est clair, mieux c'est. C'est ça. Ça reste un principe de base, mais qui est universel et qui marche dans toutes les situations. Pour que ça soit vraiment clair pour les personnes qui nous écoutent, moi j'aime bien faire des parallèles avec soit des séries, des films, du sport, etc. J'aime bien utiliser des parallèles pour que ça soit parlant pour les personnes. Si tu devais faire un parallèle avec la transmission des savoirs, tu mettrais quoi comme image pour imager un peu ce process, cette idée, ce sur quoi on doit faire attention dans la transmission des savoirs? Alors, j'ai pris un truc un peu littéraire. Ouais. Parce que mon fils a passé le bac de français et que l'année prochaine il attaque la philo et que je pense que je vais me rebouffer de la philo avec lui parce que c'est pas trop son truc. C'est l'allégorie de la caverne de Platon. Est-ce que ça te parle? Ouais. Tout à fait. Alors pour si jamais tes auditeurs et auditrices sont pas trop clairs avec ça, on va le résumer rapidement. En fait, c'est des humains qui sont enfermés dans une caverne, qui sont dos à l'extérieur et qui voient des ombres qui sont projetées sur le mur de leur caverne. Et pour eux, ils pensent que ça c'est la réalité. Donc là, dans le sujet qui nous intéresse, finalement, les personnes qui sont enfermées dans la caverne et qui voient des ombres qui ne sont pas la réalité, pour moi, c'est un peu nos nouveaux entrants qui arrivent dans une entreprise et pour qui la mission, elle est peut-être un peu floue. C'est pas encore complètement clair pour eux. Et puis, à un moment, il y a une des personnes qui est dans cette caverne qui va avoir l'occasion de sortir de la caverne et de découvrir que finalement, c'était la lumière extérieure qui projetait l'ombre sur la caverne et que finalement tout ce qu'ils ont vu toute leur vie, c'est pas la vraie vie. Donc là, tu vois, j'aime bien parce que ça rejoint encore nos histoires de lunettes, quoi. On a changé de lunettes en sortant, J'adore. on voit qu'en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on croyait. Et j'aime bien cette allégorie par rapport à la transmission de savoir parce que je trouve que on peut l'apprendre dans plein de sens différents. On peut avoir nos nouveaux entrants qui sont dans la caverne et on va dire que nos experts sont dans la lumière parce que celui qui est dans la lumière, c'est celui qui a la connaissance. Et pour autant, il est important que nos experts, ils redescendent un peu dans la caverne pour aller voir d'où ils viennent, parce qu'à un moment, eux aussi étaient dans le noir. Et en même temps, j'ai envie de dire que quand on est vraiment un expert pointu, est-ce qu'ils sont pas eux-mêmes enfermés dans une grotte? Tu vois, parce que des fois, ils sont tellement enfermés dans leurs expertises, dans leur bulle, oui, qu'ils en oublient qu'il se passe d'autres choses à l'extérieur, quoi. Tu vois, donc j'aime bien ce double sens là qui. J'adore l'image. Ouais. Donc le fait de régulièrement, je pense que quand alors je vais repartir. Je vais faire un lien avec un autre concept dont je parle énormément sur LinkedIn parce qu'il me paraît aussi essentiel pour ça. C'est les 4 étapes de l'apprentissage. Les 4 étapes de l'apprentissage. Allez, vas-y. Rapidement. Il y a plein de concepts. Moi, j'adore les épisodes de podcast comme ça. Il y a plein de concepts, plein de connaissances. Vas-y. En plus, j'adore comment tu les expliques. On voit que t'es une pro, par rapport à ça. Donc, vas-y, je te laisse la main. Bon, alors, les 4 étapes de l'apprentissage. Pour faire simple, l'idée, c'est que quand on va apprendre quelque chose, on passe par 4 étapes. La première, c'est le fait que je ne sais pas que je ne sais pas. Moi, j'explique toujours comme ça. Je dis, je ne sais pas que je ne sais pas. C'est le bébé, le petit enfant. Il ne sait pas qu'il ne sait pas conduire parce qu'en fait, il en a pas besoin. Il sait même pas que les voitures existent. Donc, en fait, il est dans l'ignorance totale. Là, on pourrait dire que c'est un peu nos personnes dans la caverne. Ils savent pas que l'extérieur existe. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2 qui est, je sais que je ne sais pas. L'enfant de 10, 12 ans, il sait que les voitures existent, il voit ses parents conduire. Pour autant, il sait que lui ne sait pas conduire. Mais à ce moment-là, il en a pas vraiment besoin. Et là, dans le monde du travail, on peut découvrir qu'il nous manque des connaissances, qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas formé. Pour autant, il y a deux possibilités. Soit c'est des sujets dont je n'ai pas besoin et finalement je sais que je suis pas bonne, mais j'ai un DAF, j'ai des personnes, des collègues qui ont ces compétences-là sur lesquelles je vais m'appuyer. Et là aussi, en tant que manager, c'est intéressant. Le manager ne doit pas tout savoir. Il peut avoir aussi des personnes ressources où lui, il n'a pas besoin de monter en compétence sur l'intégralité. Donc, il sait qu'il ne sait pas. Merci de l'avoir dit. Mais ouais, mais c'est hyper important. Tu l'as glissé là comme ça, mais j'insiste dessus. Et c'était pas prévu. Non, mais c'est hyper important à souligner. Bien sûr. Un manager n'est pas obligé de tout savoir. Il peut s'entourer justement d'une équipe complètement sachante, d'experts, de personnes très opérationnelles qui connaissent encore mieux leur métier que leur manager. Ça ne pose aucun problème. C'est même souhaité. Bien sûr. En tant que manager. Je ferme la parenthèse. Complètement. Pardon, mais là, c'était important pour moi de souligner ça parce que ça, je pouvais pas laisser passer. Et c'est tellement important. Donc, en effet, je sais que je ne sais pas. Pour autant, soit j'ai besoin de ces connaissances, compétences.
j'ai des experts dédiés, donc voilà, c'est ok. Soit à un moment, pour mon organisation de travail et autres, j'ai besoin de monter en compétences, donc là, je vais prendre le chemin de il faut que je me forme ou que j'acquière des compétences en lien avec ça. Donc ça, c'est l'étape 2, je sais que je ne sais pas. Étape 3, c'est je suis allée en formation, j'ai lu des bouquins, j'ai écouté des podcasts d'Élodie, etc. Et je vais savoir que je sais. Si je continue la comparaison avec la voiture, c'est le jeune qui vient d'avoir le permis. Il sait conduire, il a fait ses heures de conduite, il a passé son permis. Pour autant, ça lui demande encore beaucoup d'efforts. Il réfléchit, il règle bien ses rétros, il a les mains à 10h10 sur le volant, il réfléchit pour mettre les pieds sur les pédales, etc. Donc, il y a ce côté, voilà, je m'approprie la connaissance, la compétence, et c'est pas encore hyper fluide, mais ça avance. Donc là, c'est toute la progression en tant que manager ou en tant qu'expert quand on va accompagner nos collaborateurs dans l'acquisition de la connaissance. Il faut encore qu'on contrôle, mais normalement, ils ont gagné en autonomie. Et puis la dernière étape, c'est je ne sais plus que je sais. Et là, c'est nos experts. En fait, ils ont oublié qu'ils avaient été débutants. Donc c'est probablement, je sais pas si t'as le permis, Élodie, mais moi je l'ai, je réfléchis plus quand je conduis. Ah oui, Hormis si je change de voiture parce qu'il y a un bouton qui est plus au même endroit, sinon on y fait plus gaffe. On s'en rend compte de certaines choses quand moi j'ai une automatique maintenant. Quand tu repasses à une manuelle, effectivement, tu te rends compte que les réflexes sont différents, etc. Mais sinon, c'est des automatismes qu'on a au bout de X années. On s'en rend même plus compte de ce qu'on fait. Bien sûr. Et si moi je te disais, attends Élodie, en fait, il faut que tu m'apprennes à conduire, probablement qu'il y a plein d'étapes que tu oublierais parce qu'en fait, tu fais même plus attention. Et dans les experts ou les managers qui doivent former les nouveaux, souvent ils sont à cette étape-là. Les choses sont simples, ce qu'on disait tout à l'heure, on te dit t'inquiète, c'est simple, ça va prendre 2 minutes. Oui, ça prend 2 minutes quand j'ai 5, 10, 15 ans d'expérience, mais quand je débute, ça prend pas que 2 minutes. Et souvent, ils oublient les étapes qui leur ont permis d'arriver à ce niveau d'expertise. Et donc, il faut détricoter à l'envers. Moi, un exercice que je donne souvent en formation, que j'aime bien et qui est assez rigolo, c'est apprenez-moi à me brosser les dents. Et en fait, il y a plein d'étapes qui sont loupées. Tu prends le dentifrice, tu mets sur la brosse à dents, et puis tu brosses, et puis tu craches dans le... Et il y a toujours un débat sur est-ce qu'on mouille le dentifrice avant ou après tu vois? Et là, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein d'étapes oubliées. Tu vois, je prends le dentifrice, je débouche, j'enlève le bouchon, je passe je prends la brosse à dents, je passe dessus, etc. Et quand tu transmets des compétences à quelqu'un qui n'y connaît rien, il faut passer par ces étapes. Pareil, tu vois, un truc que moi j'observe des fois, parce que forcément des formations professionnelles, je suis souvent dans des hôtels, etc. Ou même quand je fais mes courses, tu vois, j'observe les gens, que ce soit sur la relation client, la com, la transmission de savoir. Et une fois, j'arrive dans un hôtel et donc une dame qui formait un nouveau. Et donc j'entends lui dire alors tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, là tu tapes ça, tu cliques. C'est bon, t'as compris? Et alors j'ai rien dit parce que c'était pas mon rôle, tu vois, mais j'étais là, mais comment il peut comprendre quoi? Il prend pas de notes, elle lui fait ça en 25 secondes chrono et puis en plus tu sais sur son ton, je l'ai pas fait trop méchant mais elle était un peu agressive, tu vois, c'est bon, t'as compris? Alors tu vois, le pauvre jeune il fait oui mais tu lisais dans ses yeux que en fait il avait rien capté et qu'il serait totalement incapable de recommencer le lendemain. Et tu vois, il y a vraiment toute cette... je trouve que c'est un sujet qui est complexe quand même, parce qu'il y a une histoire de posture, il y a une histoire d'environnement, il y a une histoire de compétences, de temps. Moi, je trouve ça passionnant, quoi. Alors après, je trouve que c'est un vrai investissement de la part des entreprises au départ, mais pour moi, il n'y a pas photo. Et moi, je l'ai vécu personnellement, tu vois, quand je suis rentrée dans le monde du travail, mon premier job, j'ai vraiment eu un onboarding et un niveau de formation au top, genre 3 mois de formation, mais on n'était pas productif. La première expérience qui a marqué ta vie, en fait, qui a mis sur des rails, qui t'a mis du coup certainement un niveau à ce niveau-là en mode, j'ai vécu le top, parmi le top du top, donc il faut que tout, forcément t'as plus que comparer après. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Et tu vois, je trouve que plus le temps passe, plus on réduit le temps de formation. Alors certes, ça a un coût, etc. Mais si on réduisait le temps de formation, mais qu'on n'avait pas de problème d'embauche, à la rigueur, pourquoi pas? Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même des gros problèmes de recrutement. Donc à un moment, pour moi, il faut se poser des questions, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à garder les collaborateurs? Tu vois, je pense qu'il y a vraiment un truc, il y a eu un glissement par rapport à ça, où des fois, il y a des entreprises qui me disent, on les formera s'ils valident leur période d'essai. Ok, si vous voulez, sauf que la période d'essai, elle est quand même longue. Si pendant
toute la période d'essai, tu vois, moi, je te disais, je fais beaucoup de formations dans la relation client. Quand tu es au contact du client et que tu te fais cartonner toute la journée parce que tu sais pas répondre, parce que t'as pas la bonne posture, parce que t'as pas la bonne attitude, parce qu'on attend que tu aies validé ta période d'essai, il y a quand même une grosse partie des personnes qui vont partir parce que pour reprendre. Elles vont pas la valider eux-mêmes. Mais c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu te fais engueuler toute la journée par les clients, que tu sais pas répondre, c'est hyper inconfortable quand tu t'es dans un métier et que tu peux rien apporter à la personne. Ton boulot, c'est de conseiller les clients, sauf que t'es pas formé, donc en fait, tu peux pas exercer ton métier. Et en plus, forcément, tu te fais enguirlander toute la journée par tes clients, par tes collègues, voire par ton manager. Donc évidemment que tu restes pas. Enfin, je veux dire, c'est humain, quoi. Donc je pense que tu vois, il y a vraiment ce cercle vertueux à mettre en place. Alors, il y a des boîtes qui le font très, très bien. Puis, il y en a pour qui c'est plus difficile. Et quand tu leur dis, ouais, mais c'est peut-être l'explication en partie du problème. Ouais, moi, je trouve que c'est un sujet hyper important actuellement, en tout cas. Et puis, il y a cette notion un peu de budget de rentabilité aussi qui joue dessus à mon avis parce que on sait que c'est un investissement forcément en temps, en argent, etc. Donc forcément les entreprises essayent de réduire ça au maximum. Moi je sais que dans la boîte où j'étais salariée pendant 14 ans, on avait nous des process de formation, on avait une semaine complète de formation, puis un accompagnement sur 3 à 1 mois, c'était des métiers très techniques, il y avait pas mal de choses quand même des choses à manipuler, à apprendre, des process à suivre. Et mais voilà, on avait mis un gros effort sur la formation dès le départ. Et encore une semaine, ça aurait été mieux de former plus longtemps, mais on pouvait former de 1 à 3 semaines. Voilà, après ça dépendait de la période, mais vraiment on avait mis un gros paquet dessus et on voyait l'impact que ça avait derrière au niveau service client parce que on avait des personnes qui étaient formées, compétentes, qu'on validait ou pas après cette période de formation. C'était aussi un moyen pour nous de voir si la personne ça allait le faire. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment bossé ça parce que ça nous permettait de garantir le moins de turnover possible et vraiment c'est sur ce poste-là. Après on prenait peut-être moins le temps sur d'autres postes, bien évidemment tout n'est pas rose partout, mais c'était un gros effort qu'on avait fait. Par rapport aux managers qui nous écoutent, si là il y en a qui se disent ok, je suis convaincue, je dois vraiment faire un effort sur la transmission de savoir dans mon entreprise, que ça soit à l'arrivée de nouvelles personnes ou au départ de quelqu'un ou aux évolutions des gens. Quels sont peut-être les conseils, je sais pas, si t'en as 1 ou 3 à donner vraiment concrets de choses à mettre en place pour mettre un peu cette transmission de savoir sur des rails pour faciliter ça quand on est manager? Parce que là, ils se disent, voilà, je suis convaincue, par où je commence, quoi? Qu'est-ce que je fais? Alors, bon, évidemment, là encore, 3, c'est serré, parce que je pense qu'il y en a plein, mais bon, j'ai essayé d'être succincte. Je pense que dans le quotidien d'un manager, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est déjà de se dire, ok, j'intègre un nouveau collaborateur, c'est quoi, on va dire, les 3 compétences principales sur lesquelles il faut qu'il monte en niveau dès le départ. Parce que c'est pareil. On peut se dire, attends, Delphine, t'es bien gentil, on va pas les envoyer 6 mois en formation en arrivant. À un moment, faut quand même qu'ils soient rentables. Il n'y a pas de sujet là-dessus, évidemment. Maintenant, on peut se dire que on est quand même dans l'ère de la formation continue. Peut-être que pour, tu vois, le package le kit de secours, quoi, pour que mon collaborateur, il puisse déjà commencer à travailler à peu près sereinement, sans forcément être un expert dans les 15 jours, de quoi il a besoin pour pouvoir, tu vois, je reprends l'exemple de la vente. J'intègre un nouveau collaborateur, je sais pas, dans un magasin dans lequel, voilà, il va être au contact des clients. Peut-être qu'il va pas être un super expert sur la technique, sur les produits, sur les services dans un premier temps. Pour autant, je peux déjà lui donner les clés du bon accueil client, de la prise de notes si jamais le collègue expert n'est pas là pour que il explique que le client il a besoin de ça et quelle réponse on va lui apporter, à quel moment je vais pouvoir le recontacter et comment je vais formuler la réponse sans forcément que ce soit l'expert qui ait besoin de reprendre la main complètement. Et j'ai envie de dire, rien que ça, c'est déjà pas mal, mais c'est déjà le kit de survie pour qu'il ait pas envie de partir en courant parce que il a déjà un peu de matière pour pouvoir aller au contact du client sans se faire cartonner toute la journée, tu vois. Et ensuite, peut-être que je vais l'envoyer ensuite en formation à l'extérieur ou je sais pas dans des campus internes parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui réinternalisent sous forme de campus et c'est très bien parce qu'au moins c'est leur ADN, tu vois, c'est sympa.
Peut-être qu'ensuite il va aller faire une journée de formation sur tel produit, tel service, vendre la carte de fidélité ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il a déjà le package de départ qui lui permet de pouvoir se débrouiller sans dégrader la qualité de service de l'entreprise. Donc je pense que se poser la question, c'est quoi les 3 compétences clés dont il a besoin pour pouvoir démarrer sans souffrir? Première chose. Deuxième chose, et ça, moi dans l'usage que j'ai, que je vois aussi au niveau des managers, c'est que il faut l'accompagner régulièrement. Ça c'est un sujet que tu abordes souvent dans ton podcast, le one-to-one, le feedback, organiser des rendez-vous, c'est le début, peut-être qu'il faut qu'on se voit une fois par semaine, pas forcément voire même tous les jours, voire tous les jours, c'est l'idéal, ouais. Mais c'est vrai que là encore une fois, on sait bien que les managers ils sont débordés, donc si déjà c'est une fois par semaine peut-être, ou c'est peut-être tous les jours la première semaine et puis 2 fois la semaine suivante et puis ensuite on passe à une semaine. Mais pour voir, tiens, qu'est-ce qui s'est bien passé pour toi aujourd'hui, sur quoi t'es en difficulté, comment je peux t'aider, peut-être que tiens, tu peux être en doublon pendant une journée avec Sophie qui va te faire voir comment on fait ça, ou en double écoute, ou tu vois, des choses comme ça. Et là encore, tout ne repose pas sur le manager. On peut, tu vois, mettre le nouveau en doublon avec une personne une demi-journée, et puis avec une autre à un moment qui va lui parler d'autre chose, et puis peut-être simplement en observation pour voir, quand j'accueille un client sur tel sujet, ça se passe plutôt comme ça. On a quand même maintenant tout ce qui est le blended learning, donc on a des e-learning, on a des bibles en interne. Enfin, tu vois, tout ne repose pas non plus sur le côté humain. Peut-être que on peut lui laisser des temps de formation en e-learning à certains moments. Alors pour ça, il faut qu'ils existent. Donc là encore, est-ce qu'on investit là-dessus parce que ça peut nous permettre de libérer du temps aux équipes physiques, d'avoir alors faut pas que toute la formation passe par du e-learning parce qu'à un moment c'est un peu casse-pied aussi pour le stagiaire, mais tu vois, il y a plein de ressources qui sont existantes. Et puis tout ce qui est, alors c'est aussi le vent en poupe, mais je trouve ça génial, c'est l'entreprise apprenante. Quand j'ai des experts, est-ce que mes experts ne peuvent pas documenter leur expertise sous forme d'un petit tuto pour utiliser l'outil qu'on utilise au quotidien, l'astuce de tiens, j'arrive à tel dossier en 2 clics alors que le novice il le fait en 25 clics, que on a une banque de données et puis chacun peut aller piocher dedans et peut-être qu'en fin de journée quand mon petit nouveau il est bien rincé, je vais lui dire la dernière demi-heure tu vas aller te faire 2-3 vidéos sur le e-learning pour t'aider déjà pour te sortir du flux de l'activité et puis finalement te permettre de découvrir des petites astuces qui vont te permettre de gagner en efficacité, en monter en compétences. Tu vois, il y a toutes ces choses-là. Alors là encore, j'imagine que dans ton public, on a des gens qui bossent dans des grosses boîtes et puis d'autres qui sont dans des TPE, PME. Très clairement, on n'a pas les mêmes moyens en fonction si on bosse dans une multinationale ou dans la petite boîte du coin où ils sont 5, évidemment. Mais pour autant, ça vaut le coup de temps en temps de documenter des choses. Parce que même sans avoir les moyens de créer des e-learning, on peut avoir, un classeur avec ou un doc avec quelques captures d'écran si l'outil change pas trop souvent, avec un pas à pas. Et ne serait-ce, j'ai envie de dire, c'est encore peut-être plus important dans les petites boîtes parce que quand la personne est partie en congé et qu'il y a qu'elle, on se retrouve avec le fait que parfois on peut rester 3 semaines sans réponse, quoi. Et ça, c'est des vrais sujets aussi. Et ça, j'insiste, c'est important, au-delà de la transmission de savoir, de juste, même si les process, c'est pas sexy, on le sait, personne n'a envie de les faire. Enfin si, les bleus, ils aiment bien les faire et tout, mais peut-être trouver des personnes qui sont hyper à l'aise avec ça et qui adorent les faire, mais les process, c'est pas sexy, ça fait pas rêver, mais par contre, ça facilite tellement de choses. Et surtout, effectivement, quand on est dans des petites structures où tout le monde est un peu multitâche et où on a des personnes un peu clés qui maîtrisent des compétences que personne d'autre n'a, gardez en tête que si cette personne-là se pète la jambe, tombe malade ou machin, la boîte peut s'arrêter. Bien sûr. Si c'est la comptable qui doit faire les payes ou faire la TVA. Complètement. Voilà. Donc, c'est important de tout noter, les process un peu clés. Déjà, les vitaux pour l'entreprise, et après, on peut aller de plus en plus dans le détail. Mais ça, chaque personne qui est en poste peut le faire et peut avoir un petit temps dédié à ça. Mais c'est vrai que c'est important
dans toutes les boîtes, mais plus particulièrement effectivement dans les plus petites entreprises où chaque personne touche un peu à tout et qu'il n'y a pas de, comme on dit, de doublon ou de backup de personnes en sécurité derrière. C'est hyper important. Et quand tu dis tout le monde n'est pas bleu, mais d'où l'importance de pas recruter que des gens qui sont comme nous. Tout à fait. Parce que les compétences, c'est cool d'avoir des gens qui ont le même profil que nous. Sauf que dans une équipe, il faut de la diversité parce que voilà, il y en a qui vont aimer les process, d'autres qui vont plutôt être axés sur le relationnel, d'autres qui vont être sur le côté défi, etc., challenge. Et on a besoin de tout pour que ça circule et que ça fonctionne correctement. Donc c'est des vrais sujets quoi. On est tout à fait d'accord là-dessus, ouais. Je vois que le temps avance, Delphine. On papote. Hein, voilà, on pourrait faire un épisode de podcast encore qui pourrait durer 2 heures. Avant de nous quitter, est-ce que tu as une ressource à nous partager? C'est une question que je pose souvent à la fin de mes épisodes, que ça soit un livre, une vidéo, un podcast, peu importe. Que ça soit sur ce sujet ou pas, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, que tu conseilles à beaucoup de personnes et que tu as envie de nous conseiller aujourd'hui? Alors j'en ai 2. Allez, 2, mais je fais vite. On continue dans la générosité, allez. Alors, un film qui est très accessible et auquel que j'aime beaucoup, c'est Écrire pour exister. Je sais pas si tu vois ce film. Ouais, non. C'est un film en fait où c'est une jeune femme qui devient enseignante dans un quartier un peu en difficulté aux États-Unis, et donc elle arrive, sa classe c'est juste impossible quoi, personne n'écoute, etc. Et elle va réussir à embarquer ses élèves, et alors que tout le monde lui dit que c'est impossible, que c'est des causes perdues et autres, finalement elle va les emmener sur le fait d'aimer écrire, le fait d'aimer lire, et puis ils vont découvrir tout ce qui est l'histoire de la Shoah, etc. Ils vont rencontrer une personne qui a survécu à l'Holocauste, etc. Et donc ils vont tous rentrer dans le droit chemin d'une certaine façon. Et donc j'aime beaucoup ce film en lien avec notre sujet parce que il travaille beaucoup la posture. Tu vois, on disait tout à l'heure, c'est pas à l'équipe de s'adapter au manager. Là, tu vois, c'est pas l'enseignante qui est arrivée avec ses trucs tout près de je sors de l'école, c'est comme ça la pédagogie. Non, elle est partie de ses élèves. Elle a dit ok, comment je vais réussir à les emmener quelque part en s'adaptant à eux, à ce qu'ils aimaient, etc. Et donc voilà, je le trouve vraiment magnifique. Je crois qu'il est sur les plateformes, donc vraiment très très chouette. Voilà, donc ça, je trouve ça génial. Et puis le côté embarqué, tu vois, embarquer, les emmener dans un projet. On va essayer de le trouver, je vais le mettre dans la description de l'épisode. Et alors un truc un peu plus rigolo, c'est qu'en fait, j'ai toujours aimé la série Grey's Anatomy, et avec mes enfants, on est en train de se refaire tous les épisodes. Alors ça prend un peu de temps parce que je crois que maintenant ils doivent en être à la 20e ou un truc comme ça. Et donc j'ai regardé cette série au tout début, et donc là je la redécouvre, et en fait au fur et à mesure que je la regarde, je m'aperçois qu'il y a plein de messages du docteur Weber, donc qui est le chef, tu vois, de l'hôpital, qui directement ou indirectement ont dû impacter la formatrice que je suis, parce qu'il y a plein de choses qui disent, je me dis ah ouais, mais en fait c'est tout à fait ça. Tu vois, j'adore. La bienveillance, le droit à l'erreur, le fait de croire en les capacités, tu vois, de ces internes, tu vois, le fameux effet Pygmalion, quoi. Je suis persuadée que vous allez réussir, en fait, et j'ai confiance en vous. Et en fait, je revois ça avec un œil, tu vois, nouveau. Et je me dis, mais waouh, en fait, ça a dû vachement m'impacter. Parce que plein de trucs, je me dis, putain, mais je pourrais dire ça, en fait. Donc voilà, c'était le petit truc rigolo du docteur Weber dans Grey's Anatomy. Je vais peut-être te piquer l'idée avec un petit carrousel spécial Grey's Anatomy, ouais, tu vois, moi qui adore faire des carousels. Alors, je n'ai jamais vu la série, donc c'est pour ça que j'en ai jamais fait. Non, mais il faut que tu regardes ça. Mais Alice, ma bras droit qui m'écoute, a peut-être vu cette série, je suppose que oui. Donc Alice, si t'écoutes l'épisode, je pense que ça peut être une idée de carrousel à mettre en place. Mais parce qu'en plus, ce qui est drôle, alors je le ferai peut-être un jour, c'est que tous les médecins, je crois que tu peux illustrer le disque aussi avec les médecins qui sont dedans. Tu vois, t'as pour ceux qui connaissent, Christina Yang qui est la challengeuse, qui voilà, c'est marche ou crève, donc tu vois très rouge, objectif quoi qu'il se passe. T'en as qui sont plus dans l'humain, très process ou autre, donc on pourrait, je pense, les décliner dans le disque. Comme je dis, moi j'adore faire ça parce que dans toutes les séries, je pense que les scénaristes sont formés à la gestion des personnalités, comment les faire interagir dans des séries, etc. N'importe quelle série, tu vas retrouver les 4 couleurs
dans les acteurs principaux. Ça peut être Friends, ça peut être Harry Potter, ça peut être Game of Thrones, ça peut être Star Wars. Enfin, complètement. Tu peux, dans toutes les séries, tu as les 4 profils qui sont présents. Parce que je pense que les scénaristes, c'est vraiment le cœur des intrigues et de comment ça communique et des problèmes que ça peut poser et des solutions que ça peut amener, etc. Donc, n'importe quelle série, on va retrouver les 4 profils de personnalité dedans. Donc, quand on est formé à ça, après, c'est fascinant de le remarquer dans n'importe quelle situation de notre quotidien et notamment dans les films et séries, etc. Donc, ce que tu viens de dire me fait penser à un dernier conseil pour les managers. C'est faites du lien avec le quotidien quand vous expliquez les compétences du monde de votre travail. Et là, tu vois, en se disant, bah tiens, je regarde une série, j'arrive à faire des comparatifs avec le disque. Bah, tiens, quand j'explique telle chose à mon collaborateur, tu vois, dernièrement, j'écoutais une experte dans le monde bancaire qui expliquait comment tout ce qui était le bilan, etc., comptable. Et moi, alors c'est des trucs obscurs pour moi parce que je suis pas du tout chiffre. Et en fait, elle est passée vraiment sur, bah tiens, demain vous achetez une voiture et puis vous mettez un peu d'argent de côté. Et en fait, elle est partie, je me dis, j'ai enfin compris. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé aussi de dire, bah tiens, tu vois, ça c'est comme si dans ta vie il se passait ceci ou il se passait cela, parce que on fait du lien entre les idées et ça permet d'imager la situation et forcément la rétention sera meilleure. Donc là, c'est aussi un travail de peut-être en amont de réfléchir, bah tiens, quel comparatif je pourrais faire. Ça peut être par rapport aux séries aussi ou aux grands films connus, parce que des n'importe fois, quel ça exemple peut aider, de la vie quotidienne peut servir et c'est le meilleur moyen, comme tu dis, d'ancrer. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que je t'ai posé la question tout à l'heure de est-ce que tu peux trouver une image, un parallèle qui peut parler aux personnes qui nous écoutent pour mieux comprendre la transmission de savoir, parce que vraiment la connaissance s'ancre du moment que la personne arrive à visualiser, à se projeter, à le ramener à un élément du quotidien. Donc effectivement, c'est comme un peu les problèmes de maths à l'école, c'est ça. On les comprenait plus facilement quand il fallait remplir ou vider la baignoire. Vider une baignoire. Bon, j'exagère, on comprenait quand même pas, mais c'est l'idée, quoi. C'est ça. En tout cas, on a tous été traumatisés par le vidage de baignoire. Ouais. Ça permettait au moins de voir en quoi les maths pouvaient être utiles dans la vie quotidienne. Et c'est vraiment ça qu'il faut chercher dans la transmission de savoir. Tout à fait. Ok, merci beaucoup, Delphine. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour celles qui aimeraient te suivre tes posts que moi j'adore vraiment. N'hésitez pas à aller suivre Delphine. On a entendu plein de peps dans le podcast aujourd'hui et dans ses posts sur LinkedIn, c'est tout à fait le cas. Donc voilà, où est-ce qu'on peut te joindre? Comment sur LinkedIn principalement. Le site internet est dans un petit coin de ma tête, mais comme tu l'as vu, j'ai plein de sujets, donc j'arrive pas encore à me poser pour organiser tout ça. Je vais peut-être y passer un peu de temps pendant mes vacances, mais je suis aussi en plein déménagement, donc voilà. LinkedIn, c'est la valeur sûre. Sur LinkedIn, je suis quasiment tous les jours, donc si on me cherche, on m'y trouve facilement. Je mettrai pareil le lien de ton profil LinkedIn dans la description de l'épisode. Pour celles qui sont dans la région d'Alsace, vous pouvez aussi contacter Delphine. Mais l'Alsace, c'est pas loin. La Lorraine, je vais pas y arriver. Mais les Alsaciennes, je peux venir aussi vous voir. J'adore votre région. Voilà. Vous avez du bon vin. On va dire ça. Pour celles qui sont dans la région de Metz, vous pouvez contacter Delphine, bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé tout ça aujourd'hui. Il y avait plein de concepts, plein de bonne humeur, voilà, tout ce que j'aime. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. Et pour les personnes qui nous écoutent, on se dit à la semaine prochaine. Merci Elodie. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.